Ok, c'est parti. Bon bah, bonjour tout le monde encore une fois. On m'a demandé aujourd'hui de présenter mon retour d'expérience suite à l'émission que j'ai fait chez Geopost. C'était une mission assez courte, 6 mois, mais assez enrichissante au niveau professionnel, même personnel. C'était pas, j'ai vu des vidéos d'avant, c'était pas une mission technique. Je ne vais pas parler des langages spécifiques, sauf deux formats de données qu'il utilise, pareil, format assez spécifique. Mais sinon, c'était plutôt gestion de projet, certains soucis pas très graves que j'ai rencontrés. Mais au final, ça s'est bien passé. On a fait presque tout ce qu'on voulait, tout ce que mon manager voulait. En quelques mots, chiffres clés, en fait, Geopost, c'est l'entité de la Poste qui s'occupe de transport, de livraison colis express. En 2015, ils ont créé un DPD Group, une entité DPD Group qui regroupe les entités, les DPD, en fait plusieurs BU compagnie DPD, qui était initialement une boîte allemande. Et en 2016, nous on a... Bon, la France, elle a racheté 100% de DPD Allemagne, un peu douloureux pour eux, je pense. Et après, aussi, ça inclut Chronopost, Chronopost France, Chronopost Portugal, Seur d'Espagne et Link Services, je pense, d'Angleterre. Voilà, parce que on connaît plus DPD Group que Geopost. DPD, ils ont à peu près le même logo, Chronopost, Colissimo, DPD, c'est le même logo que vous pouvez voir sur les points relais. En gros, voilà, ça sera plutôt le troisième point, mais il y a 32 000 points PUDO, pick-up, drop-off, points relais en monde de DPD Group, de Geopost. C'est le deuxième acteur européen et le premier acteur de colis express en France. C'est le premier réseau routier aussi en Europe. Par jour, on livre à peu près, la société livre 4,8 millions de colis par jour. Et elle est présentée via des partenariats ou bien des participations mineures majeures dans 230 pays, avec en total à peu près 360 000 clients. Encore des points clés, ce qu'il faut dire qu'en rachetant des sociétés ou bien en participant dans les sociétés, quand on parle par exemple de participation majeure, la direction a pris la décision de travailler de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'on laisse le choix et le droit de choisir les outils, certains outils, au BU sur place. Voilà, on n'impose pas, sauf un truc, on n'impose rien à ces BU. Ce qui se posait toujours et continue à se poser certains problèmes. Mais voilà, c'est comme ça. Ils ont décidé que ça soit plus simple. Il y a deux écosystèmes principaux, écosystème de données. L'ancien format qui a été développé par les Allemands, par DPD-BE, il y a plusieurs années, et le format qui a été développé ici en France. Et c'est ça ce qu'on veut imposer en fait, au moins pour les colis allés, pour soi-disant les fameux préalertes, les fichiers qui contiennent toutes les données sur le colis, nombre de colis, poids, adresse, nom de customer, consignee, etc., etc. Au moins ce fichier doit être en format unique pour tous les BU. Voilà, c'est la seule chose qu'on essaie d'imposer. Mais ça marche, mais pas pour tous les BU très bien. Et en gros, le réseau inclut, j'ai travaillé avec 22 BU en Europe occidentale et Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. Le but, c'était de créer ce qu'on appelait, on utilisait souvent les termes anglais, data flow mapping. Après le mapping, ça perturbait parfois les gens parce que c'est pas le mapping entre deux champs par exemple différents, c'est la schématisation.
juste créer une cartographie. Voilà, la cartographie des flux de données, parce qu'on s'est aperçu que même au sein des BU, les gens, même les techniciens, parfois, ils ne savent pas très bien comment ça marche, parce que la cartographie des flux devait aussi, doit aider normalement aussi au service, au helpdesk, service desk, parce que même les techniciens parfois ne savent pas comment ça marche et où creuser, où chercher les erreurs. Parfois, par exemple, le colis, un client il demande enlèvement de son colis. Pour qu'un chauffeur d'IPD vienne chercher son colis, il veut faire un retour de, je sais pas, il a acheté 3 paires de chaussures, et il veut rendre 2. Il fait un appel, même pas un appel, il y a un outil RMP, Return My Parcel, un portail. Le système lui dit bien, c'était un des cas que j'ai investigué un peu. Le client reçoit bien un message, aussi il y avait un autre souci, même à 19h, il reçoit un message comme quoi demain le colis sera prélevé. Ça, c'est un autre problème parce que normalement c'est J+1 après 18h. Mais rien ne se passait. Au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, voilà, les clients se plaignaient. En plus, c'était les clients comme H&M, les gros clients, les key accounts, Amazon. Voilà, les gens n'étaient pas contents, voulaient comprendre qu'est-ce qui se passait. Et on s'adressait carrément à nous au lieu aux gens de helpdesk parce que même eux, ils ne savaient pas est-ce que c'était la base de données allemande. Pour l'instant, toutes les données sont encore stockées chez les Allemands et on veut, la Poste veut passer de ça. Ou bien le problème est quelque part ailleurs dans un portail, on ne sait pas quoi. Et alors ce mapping devait normalement aider à comprendre au mieux où sont les données, où on peut aller chercher et trouver le souci plus rapidement. En gros, c'est ça le projet. Les 2 écosystèmes dont je parlais, c'était les fameux formats. L'ancien format MPSEXP Data que les Allemands ont inventé. Ça marchait et ça marche toujours pour certains BU très bien. Sauf que ce n'est pas le but du groupe. Le groupe veut que ce soit le seul format SHIP, ce qu'on appelle le SHIP Note, les préalertes en format SHIP Note, le nouveau format, qui contient carrément les mêmes données, bien évidemment, que l'ancien format, sauf certains champs qui ne permettent pas non plus d'effectuer certains services additionnels. Voilà, le groupe invente chaque fois des nouveaux services. Le fameux Predict, par exemple, quand la personne peut suivre en live où est son colis, carrément, même 30 minutes avant la livraison, il peut demander de changer l'adresse de livraison, si c'est en certains périmètres. Voilà, l'ancien format ne permet pas ça. C'est ça ce qu'il fallait comprendre. Quel BU travaille encore avec ce format? Il y a encore pas mal de BU qui travaillent en mode hybride. Ils utilisent pour, par exemple, colis aller, c'est-à-dire quand on demande quelque chose, on achète quelque chose sur Amazon, voilà, c'est un colis aller. Ou bien pour un retour, quand on veut rendre quelque chose à H&M, Amazon, je ne sais pas quoi. Certaines BU travaillent sur une partie, ils travaillent avec l'ancien format, sur l'autre, c'est le nouveau format. Et voilà, ça c'était le but, c'était de comprendre quel BU travaille avec quel flux de données, et à quel stade sont-ils, et comment on peut les aider d'avancer plus en migration vers ce nouveau format. De manière générale, déjà, il faut dire que chez La Poste, chez Geopost, les chefs de projet, les gens, ils ont pas mal de liberté dans leur action. Voilà, un chef de projet peut facilement écrire en mail, parce que j'ai entendu des histoires différentes dans les autres sociétés là. Tu peux envoyer en mail carrément au directeur au groupe, marketing, je sais pas quoi, parce qu'on travaillait étroitement avec. Et voilà, t'es pas obligé de passer par ton N+1, etc. Mais le souci, c'était surtout la disponibilité des gens, surtout dans les autres BU, comme j'ai dit, c'est un fonctionnement, mode de gestion décentralisé. Et les gens, oui, c'est le but en fait commun, de travailler sur
le fait de travailler avec le même unique type de données, ça facilite la vie, bien évidemment, ça améliore, augmenter les chiffres d'affaires, etc. Mais les gens ont en même temps énormément d'autres projets en cours. Là, c'est vraiment le nombre de projets qu'il y a, les fameux portails pour le retour, etc. C'est pourquoi la disponibilité des gens, c'était le plus grand souci. Et c'est pour ça que, pareil, en 6 mois, j'ai fait une dizaine de BU. Si j'ai les gens, on m'a dit que c'était un bon résultat, mais je pense que si les gens étaient plus disponibles, une douzaine, quinzaine, c'était mieux peut-être, on pourrait faire ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. En gros, juste pour expliquer rapidement, les flux de données avec lesquels je travaillais, ils concernaient la livraison du colis, en aller ou en retour. J'ai pas eu le temps pour faire le chemin de retour, mais en gros, il y a un customer. Ici, on parle de customer en client grand compte, Amazon, H&M, pardon, etc. Il y a des clients, les gros clients, bien évidemment, ils ont des contrats, et là, le DPD vient chaque jour sans demander, par défaut, il vient chercher des colis. Après, ça dépend si on voit que la préalerte il contient énormément de colis, ça veut juste changer la taille ou bien le nombre de voitures. Voilà, un customer il fait une demande, même si le chauffeur DPD il vient par défaut, il envoie quand même un fichier, le fameux préalerte, en 2 formats, le fameux ancien format MPS XP Data ou bien le nouveau Geodata, ShipNote. Voilà, le format s'appelle Geodata, le nouveau format. Où il indique le nombre de colis, le volume, etc., etc. Et ce fichier, il vient dans le système d'information de Sending BU. On utilisait aussi, pareil, même en France, ici, on utilisait les termes plutôt anglais. Le Sending BU reçoit ce fichier et ensuite, il doit avertir, avec le même préalerte, il doit avertir le Receiving BU. C'est le BU qui va recevoir, si c'est domestique, c'est juste un autre BU en France. Si souvent, c'était plutôt les cross-border. Pour 22 BU, c'était en toute Europe. Et souvent, ça peut être les Pays-Bas, l'Allemagne, les Pays-Baltes, etc. Il y a un convertisseur et il y a 2 convertisseurs. En fait, il y a un qui était développé aussi en Allemagne, dont le principe est de convertir le format de l'un à l'autre, si c'est ancien format vers le nouveau, si le receiving BU travaille toujours avec l'ancien, ou au contraire, vice versa. Juste pour info, ce sont bien évidemment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg qui travaillent encore avec l'ancien format. Voilà. Le reste, ils ont plus ou moins réussi de passer vers le nouveau format, mais quand même c'est en cours parce qu'ils disent qu'on est prêt, nos systèmes sont tous prêts, il faut juste nous donner un genre go, feu vert, ce qui n'est pas si simple que ça non plus. Même si on dit go, il y avait déjà le premier go live qui ne s'est pas bien passé. Il y avait on a fait un no-go. Bon, c'était avant mon arrivée, c'est pourquoi on voulait quand même mapper ça. Bon, je vais finir. Alors, le convertisseur, l'ancien développé en Allemagne, il doit convertir. Par contre, au futur, ils veulent arrêter ce convertisseur et créer juste un autre système qui va router le fichier, mais le fichier qui sera déjà en bon format. Alors, le but, encore une fois, c'est de faire tous les BU envoyer le même format. Et ce convertisseur, oui, c'est très bien. Aujourd'hui, il fait le job, surtout pour les BU qui correspondent pas, qui sont pas genre Geodata compliant. Mais ça crée le maintien de ce convertisseur coûte 8 millions d'euros par an à DPD Group. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, les données de ce convertisseur en bon format, la préalerte, elle vient dans la base de données centrale qui aujourd'hui est toujours en Allemagne. Pareil, quelque chose que Geopost veut arrêter, que les données soient centralisées toutes en France. Et ensuite, la base de données envoie dans 2 endroits
il route les fichiers dans la base de données GeoTrack. C'est une base de données en Postgre. Ce sont les développeurs Teradata qui travaillent dessus. Cette base de données elle contient toutes les données track and trace, en gros la vie de colis. Toutes les scans, chaque fois quand le chauffeur il scanne le colis avec son pistolet au PDA, toutes les données viennent chaque 15 secondes, je pense qu'il y a une mise à jour dans GeoTrack. Et aussi, cette préalerte, elle va, comme j'ai dit, à Receiving BU et vers le consignee ou bien le client final. Alors, voilà. En gros, le schéma, c'est ça. Pour le retour, comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de décrire le retour. Le but, c'est de faire tous les BU utiliser le produit du groupe. C'est un portail Return My Parcel qui aujourd'hui a aussi un peu du mal à se mettre en place parce que à cause de cette fameuse différence entre les formats de fichiers, le plus important pour le retour, c'est d'effectuer correctement la facturation. Parce que le client, voilà, on donne, on give back nos chaussures, bien évidemment, on veut être remboursé. Et c'est avec ça que beaucoup de BU ont du mal aujourd'hui parce que tout simplement il y a des champs qui sont pas bien. Là on parle de mapping des champs. Et voilà, ça aussi, je travaillais avec l'équipe marketing pour mapper ça pour 3 ou 4 BU. Voilà, en plus c'est le marketing, c'est pas la DSI où j'ai travaillé, c'est le marketing qui était le sponsor de projet. En équipe IT, ils ont déjà débordé avec le nombre de projets. C'est pourquoi il y avait aussi certains conflits. Ils ont des années cibles de livraison de transformation du même format? Oui, 2019. Idéalement, ils doivent terminer avec la base de données en Allemagne et le convertisseur. Il s'appelle Derrick. Voilà, aujourd'hui, c'est en France qu'on développe un nouveau convertisseur. Pas convertisseur, mais genre routeur. On l'appelle maintenant routeur parce que, comme j'ai dit avant, il fait toujours la conversion du format et aussi le stockage de données. Même, on n'en parle pas beaucoup lors des workshops. Déjà, il y a beaucoup de workshops sur ce sujet et sur d'autres sujets. Lors des workshops, on ne parle pas de stockage de données. Mais voilà, il fait pas mal de choses. Et le but, c'est surtout pour le coût et la complexité de maintien, de maintenance, on veut passer de ça, pareil en 2019, idéalement, le nouveau routeur doit être mis en place. Et toi, potentiellement, tu pourrais réintervenir dessus ou pas? Oui, je pense oui. Déjà, ça se voit que c'est assez facile de rentrer là-bas. Voilà, ils travaillent facilement avec les ça c'est plutôt côté peut-être financier, mais tu n'es pas obligé d'être référencé. Ouais. Il y a pas mal d'Andep qui travaillent en direct. Pour un groupe comme ça, quand même, c'est intéressant, j'ai jamais vu ça. Et pareil, beaucoup d'externes, peut-être c'est le cas dans d'autres sociétés, mais il y a des sociétés où un externe ne peut pas être en chef de projet. Souvent, voilà, pour sécurité, genre sécurité de données, etc. Là, il y a beaucoup de chefs de projet externes. C'est intéressant. Et effectivement, oui, probablement, il y a une possibilité. Et tu penses que ce système de fonctionnement, parce que le fait, par exemple, je vois à Sanofi, le fait d'avoir des responsables qui sont de Sanofi, c'est pour garder le fonctionnel un minimum et garder la connaissance du fonctionnel. Est-ce que tu ne penses pas que, du coup, s'ils mettent des chefs de projet extérieurs, à force, le fonctionnel part? Ou est-ce que tout est tracé dans plein de documents, enfin, tu vois? Il y a pas mal de documentation, effectivement, mais je pense que c'est lié aussi avec le nombre de projets. Comme j'ai dit, même les externes, ils ont beaucoup d'internes aussi qui travaillent bien évidemment sur ces projets. Et ils recrutent aussi assez facilement. Parfois, j'ai entendu, genre au bout de 2-3 mois, ils recrutaient des externes. Mais en tout cas, je pense que les externes représentent beaucoup plus que les internes et ils gèrent le nombre de projets assez important. Je pense que c'est plutôt pour ça. Et en termes de développement, il n'y aurait pas des perspectives justement si tu dis qu'il y a plein de projets?
Pour le dev, ils travaillent beaucoup avec en externe. Ils ont une société qui, avant c'était une société externe, là c'est devenu DPD Group, en Hongrie et en Pologne. Ils ont tout là-bas. Testeurs, les testeurs, les développeurs sont tous là-bas. D'accord. Une grosse entité en Pologne. Même pas en Ukraine? Non, pas en Ukraine. Ce qui fait plaisir, c'est l'Ukraine qui aujourd'hui est devenue, il y a quelques mois, oui, aussi un des BU genre du groupe qui travaille déjà avec le nouveau format. Et c'est la Pologne qui est... tout le monde dit que voilà, la Pologne, c'est quand même... ils ont les pionniers, je dirais, dans l'implémentation de tous les nouveaux fonctions, services, etc. C'est l'Ukraine ou la Pologne? La Pologne. La Pologne, l'Ukraine, ça fait quelques mois juste qu'ils ont devenu ils sont en train de tout mettre en place, bien paramétriser. Et toi, ta mission a été focalisée France ou tu avais des échanges? Non, je n'ai pas précisé. Le but, c'était de voir tous les BU, et j'ai vu tous les 22 BU, sauf que voilà, il y avait un certain planning qui était... Bon, c'était pas évident de le gérer parce que, pareil, les gens n'étaient pas dispo, et on faisait ce qu'on pouvait au fur et à mesure. Aussi, ou... Oui, j'ai fait 2 déplacements. Il était prévu de faire plus, mais à un moment, bon, le fameux souci de budget. Les autres externes aussi, ils ont arrêté les déplacements. Mais j'étais en Pologne et en Allemagne pour les workshops, pour les rencontres des autres BU. Oui, des BU et des techniciens, je dirais. Du coup, le projet en tant que tel sur lequel tu bossais, il s'arrête d'un coup. Enfin, comment ils arrêtent le projet pour raison budgétaire ou... Oui, pour ouais, l'instant, oui. Okay. Pour l'instant, oui. On a publié, voilà. Le but, c'était de faire le mapping. En parallèle, il y avait quelques d'autres aussi tableaux qu'il fallait que je remplisse avec les données des différents BU, ce qui était aussi pas évident, même s'il fallait juste, je sais pas, 1 heure, il fallait prendre 1 heure pour le remplir. Quel format, pour quel colis on utilise, c'était pas évident non plus. Au final, voilà, on a fait le mapping pour certains BU, ce fichier, on l'a mis sur l'intranet à disposition de tout le monde. Au moins, aujourd'hui, la direction elle a une vision globale sur la plupart des BU. Et là, ils sont plutôt satisfaits. Mais il y a toujours du boulot là-bas. Il y a toujours du boulot. Il est aujourd'hui arrêté plutôt, oui, pour les questions budgétaires. Mais et tu sais comment on a eu le contrat, si c'est pas indiscret? C'était une sous-traitance. D'accord, ok. C'était quelqu'un qui connaît, en commercial, qui connaît depuis 20 ans, minimum 18 ans, toute la DSI là-bas. Du coup, tu n'étais pas vraiment en tant qu'Urga, quoi? Non. D'accord. Bon, mon manager principal, mon N+1, bien évidemment, il savait. Sinon, c'était pas un secret. De toute façon, il doit y en avoir des tonnes là-bas. Pardon? Il doit y en avoir plein qui sont dans ce cas-là. Oui. Mais quand même, il y a beaucoup d'indep qui sont là en direct, sans être obligés de passer par des sociétés. Il y a beaucoup d'indep. Mais oui, il y a aussi, après pour les prestats, c'est plutôt surtout Altran, Alten. Ouais, donc il y a quand même des... Mais c'est pas exclusif du coup. Il n'y a Non. pas une boîte qui a tous les Non. contrats... Je sais pas comment elle trouve les indeps, je n'ai pas posé les questions. Mais voilà, la personne, elle travaillait depuis des années, et même pas forcément en logistique. Et il y avait par exemple un architecte, voilà, et là comme ça, soit lui-même, soit il était chassé directement. Voilà. Ok. Je ne sais pas si je peux rajouter d'autres choses. Comme j'ai dit, voilà, c'était pas technique. L'outil que j'utilisais pour les mappings, je les ai créés en Visio. C'était l'outil il fallait pas la licence parce qu'ils avaient Microsoft. Voilà, au niveau de Jira, oui. Pour tout ce qui est la suivi et ticketing, c'était Jira. Ton retour d'expérience sur Jira? Rien de partie, franchement, j'ai pas travaillé beaucoup. Ouais. Voilà, c'était juste soit des tickets, soit juste gestion, vraiment le suivi du projet. Mais, Ok.
pas beaucoup de choses sur Gyré. Vous avez des questions? Bon, au final, faut pas se gourer sur la pointure des chaussures quand tu commandes, quoi. Non, 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 c'est fait exprès, c'est aussi, ça fait partie du business. Et oui, ça, non, non, ils sont habitués. Moi, par exemple, je le fais pas trop, mais apparemment, peut-être vous aussi, vous le faites, mais c'est le cas pour énormément de clients. Des retours, ouais. Des retours après achat. Les use cases, c'est genre, oui, la personne commande trois colis François et sur toi, Amazon. Fred et toi, non, vous utilisez pas mal les retours Amazon, non? Pas mal, non, c'est rare, mais comme tu dis, maintenant que les flux existent et que ça fonctionne, c'est vrai que quand il y a un truc qui va pas, t'hésites moins souvent à Oui, ouais. le ramener en te disant bon, tant pis. Ça fait flipper de l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes pour beaucoup de clients au final, ou c'est négligeable par rapport à la masse où t'as pas eu les données? Quand j'ai entendu certains cas, et ça me semblait effectivement assez chaud, quand j'étais aussi parmi les destinataires des mails de H&M par exemple, là tu te dis, c'est quand même, ça doit être, c'est important quand genre, directeur Customer Services fait un message comme quoi le portail marche pas, les clients n'arrivent pas à faire les retours. Mais après, oui, ils disent, il arrive à gérer ça, c'est plutôt le marketing qui gérait ça. Mais oui, il y avait, parce que pareil, ce qui était un peu étrange pour moi, c'est le fait ils n'ont pas d'astreinte. Le maintien, par exemple, ou bien la mise à jour des nouvelles versions pour les portails se passe en semaine. Et parfois, carrément, même pas genre, ok, on est en Europe, c'est plus ou moins la pause même heure, on peut dire midi 14, oui, c'est ce que je me disais. Ils peuvent le faire 16 heures, en plein, vraiment pendant le jour ouvré. Ça, c'était bizarre. Pourquoi ne pas le faire toujours, ils disent on n'a pas suffisamment de ressources. Alors on peut effectivement éviter pas mal de choses, de problèmes, pour des raisons, d'après moi, assez évidentes, mais voilà. Okay. Mais il faut dire aussi que, par exemple, leur siège qui est juste en face de Aqua Boulevard, rue Colonel Avia, peu importe, c'est un grand siège. Et sur chaque étage, ils ont créé des zones, comme ici, à peu près des zones de détente, voilà. Détente, avec en gros, on voit qu'ils ont essayé de suivre l'esprit des startups. Une grosse boîte, une société avec des milliers de collabs. Voilà, il y a 5 étages, 3 bâtiments, et chaque étage, il a des grands espaces comme ça. Vraiment, tout de suite, tu vois, tu te dis, c'est comme dans un startup. Ça, c'est sympa. Voilà. Ben merci. J'espère que c'était intéressant. Très bien, merci.